Bonjour à tous, ravi de vous avoir aujourd'hui. C'est la quatrième matinale qu'on fait. Donc on en a fait 3 l'année dernière déjà sur les thèmes du data mesh, de la data transformation et de l'intelligence artificielle et l'éthique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le thème juste après. On en aura d'autres aussi, notamment en mars sur le retail média et ensuite sur Data for Sustainability. Je pense que c'est, je ne sais plus quand c'est, avant l'été a priori. Donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui ce qu'on va raconter un petit peu. Donc aujourd'hui, le thème, c'est vraiment dans un contexte, on va dire, où voilà, en 2023, on le sait, il y a pas mal d'entreprises qui voient leur budget marketing qui sont réduits, donc dans un contexte de frugalité, que ce soit en B2B ou en B2C. Comment est-ce qu'on peut faire plus finalement avec moins en s'appuyant notamment sur des technologies. On va parler et notamment Sébastien va parler un petit peu de ChatGPT, de certaines technologies qui permettent voilà, de faire plus avec moins finalement, avec moins de budget. Et donc voilà. Donc on va avoir sur l'agenda une première keynote donc de Sébastien Imbert dont on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui, qui est CMO de Microsoft. Et ensuite on fera un débat pour environ 40 minutes voilà, autour effectivement de la keynote, autour de ces sujets. Donc on y reviendra juste après. Et voilà, à partir de 10h30, n'hésitez pas déjà à poser des questions et un petit voilà, networking ensemble et échange. Donc aujourd'hui, les intervenants, donc on a effectivement Sébastien Imbert, qui est CMO de Microsoft, donc je laisserai se présenter un peu plus en détail juste après. On a le plaisir aussi d'avoir Alexandra Celi, donc qui est Global Senior Director chez Coty, notamment sur les sujets d'analytics, de measurement, et qui a voilà, des expériences super intéressantes aussi de sa vie passée chez Adidas sur ces mêmes sujets. Et donc voilà, avec Alexis aussi, partner chez Artefact, spécialisé sur ces sujets de stratégie data et notamment marketing, et moi-même. Donc voilà, je vais laisser la main à Sébastien pour commencer. Merci beaucoup, Florent. Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux d'être ici. Merci Artefact de me recevoir. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger sur ce format en présentiel. Je vais vous parler ce matin de 3 choses. En tant que directeur marketing, où la data fait partie de mon quotidien professionnel, mais aussi, bien sûr, personnel également. Dans le cadre de ce rôle que j'occupe depuis à peu près 4 ans et demi aujourd'hui. Clairement Microsoft, qui est une tech, une cloud company très très centrée sur la data. Et je vais vous parler de 3 choses. Un point assez généraliste sur le marché, enfin sur les évolutions du cloud et de la data, qui est un facteur d'explication de mon métier, de nos métiers en tant que marketeur. Et comment la data nous permet aujourd'hui d'être associé à un hashtag qui est Do More With Less, comment on en fait plus avec moins sur nos campagnes marketing. Et puis après, en discutant avec l'équipe côté Artefact, un petit point sur les tendances côté data marketing, data en général, avec l'émergence de l'IA générative, autogénérative avec ChatGPT. Alors pour commencer, un point qu'on peut toutes et tous constater, c'est que le monde change de façon extrêmement accélérée, il est en mutation constante, et que ces mutations sont de plus en plus le fruit de notre monde qui est façonné par la tech. Par la tech et par la démocratisation du cloud, qui était, on se rappelle de ça, vers 2009-2010, encore une possibilité. Progressivement, c'est devenu une commodité. Aujourd'hui, c'est devenu une nécessité. Et en fait, cette nécessité, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle nous fait rentrer dans une ère que je qualifie de connectabilité, ou plus précisément d'interconnectabilité sans limite, de personne à personne, de personne à objet, d'objet à objet, d'objet à avatar, d'avatar à objet ou d'avatar à personne, et ainsi de suite, et ce de façon textuelle, gestuelle, vocale et de plein d'autres manières encore. Et au cœur de tout ça, il y a le cloud, il y a des algorithmes, on parle d'intelligence distribuée, mais le carburant de tout ça, c'est la donnée. Cette donnée qui façonne notre monde, cette donnée qui est absolument centrale sur toutes les interactions en entreprise et en dehors de l'entreprise. Et pour illustrer mon propos, en recoupant pas mal de données, on observe que d'ici à 2030, il y aura, on peut remonter que d'ici à 2030, il y aura 50 milliards d'objets connectés, donc tous ces objets étant des émetteurs, agrégateurs de données, et que d'ici à 2025, on agrégera 175 zeta-octets de données. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier à la notion de zeta-octet, mais un zeta-octet, c'est
c'est 10 puissance 21, donc c'est beaucoup, c'est assez dur à conceptualiser. Et donc, de manière évidente, les entreprises qui seront capables de pouvoir traiter ces données, de pouvoir les interpréter, de pouvoir façonner des nouveaux business models, des nouveaux produits, de l'interprétation client, des expériences personnalisées, auront un véritable facteur de compétitivité. Et ça va devenir de plus en plus un point vital pour les entreprises. Ça l'est déjà aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, quand je suis dans un board d'entreprise, petite ou grande d'ailleurs, le fait que j'investisse dans des ressources, dans de la formation, du hardware, du matériel, du software, du conseil pour créer des data capabilities, pour parler en bon français, associé à une culture data, où mes collaborateurs, mon board, les personnes avec qui je travaille sont familiers avec les notions de données et de gouvernance de données, de stratégie que j'ai mis en place, va développer un potentiel absolument unique. Et pour, par exemple, illustrer ce type de potentiel, la Harvard Business Review a fait pas mal d'analyses. Je vous invite à lire cet article qui explique que les entreprises qui ont une vraie culture data-driven, qui ont fait des vrais investissements à part entière dans ce domaine-là, eh bien, génèrent en moyenne, c'est un estimé aux États-Unis, de 4 fois plus de succès sur de la croissance d'un point de vue revenu et de satisfaction client. Cette notion de culture data, ça ne s'improvise pas, ça prend du temps, il y a des investissements derrière. Mais ce qui est très, très intéressant, c'est que quand on l'a fait, normalement, on capitalise sur quelque chose qui est de plus en plus important au-delà des évolutions réglementaires que l'on connaît aujourd'hui, comme la RGPD. Ça permet d'évoluer vers des vraies stratégies de first party data. Et la first party data, dans une logique de do more with less, de faire plus avec moins, elle est absolument essentielle. Faire des campagnes les unes après les autres, et je viendrai après par rapport à la transformation, déconnecter sans capitaliser sur une vraie stratégie first, ça ne permet pas, je dirais, de faire de vraies économies et d'être efficient dans son marketing aujourd'hui. Et donc pour illustrer mon propos, à ce niveau, je vais parler de la transformation qu'on a fait chez Microsoft d'un point de vue marketing. Ce slide montre comment on faisait du marketing vers 2015-2016, un petit peu après l'arrivée de Satya Nadella, qui est arrivé en janvier 2014, qui a activé des changements culturels très très forts chez Microsoft, mais notamment qui a développé une data culture extrêmement évoluée. Ce slide-là, en fait, montre qu'à cette époque-là, on faisait bien sûr beaucoup de campagnes marketing, mais de façon déconnectée, sans stratégie intentionnelle de collecter de la first party data à échelle, avec des taxonomies qui étaient différentes, des modes de mesure indépendants entre les filiales et le siège. Et surtout, un point qui n'était pas pris en compte, c'est qu'on était rentré à ce moment-là dans une véritable ère omnicanale. Et il n'y avait pas de modèle multi-attributif en place. Donc qu'est-ce qui se passait? C'est que très souvent, la génération d'un lead, donc là je parle bien d'un cas B2B, était associée à la dernière action réalisée. Et du coup, tous les principes de ROI, de mesure d'efficacité marketing qui étaient en place étaient erronés et pas forcément, je dirais, efficients. Donc on pouvait associer un lead à la création d'un événement ou au téléchargement d'un livre blanc, mais ce n'était pas forcément le point, je dirais, les points déterminants sur la conversion d'un lead en réelle opportunité business. Et ce qui se passait, c'est qu'on transférait beaucoup de leads en quantité aux commerciaux, pas forcément bons commerciaux, et pas en qualité. Et de ce fait, a été décidé de faire un choix assez drastique, d'une certaine manière, c'est d'investir, ce que j'ai montré après, dans des Global Demand Centers pour créer des mécaniques d'engagement permanents et des stratégies de développement de notre first party data. Pour le faire, qu'est-ce qu'on a fait? L'investissement, on ne l'a pas associé à un budget incrémental qui arrivait comme ça. On a réduit de 50% notre budget publicitaire au niveau mondial pour investir dans des Global Demand Centers. Et donc, on s'est vu avec beaucoup moins de campagnes publicitaires classiques comme on pouvait le faire. Et on a créé un référentiel unique data marketing avec la création d'un data lake géant. On a investi dans une taxonomie commune, des indicateurs de performance communs, dans des parcours clients uniformisés. C'est-à-dire qu'en début d'année fiscale, on définit une 50aine de campagnes prioritaires et on les décline dans toutes les filiales au niveau mondial. Ce qui fait qu'on arrive à avoir une vraie vue à 360 degrés du client parce que
On a créé des parcours communs, des synergies communes d'un point de vue data. Et ça nous permet, dans ce contexte-là, d'adresser nos clients non pas en fonction de processus commerciaux, de channels marketing de channels commerciaux spécifiques qui ont été mis en place, mais en fonction des comportements des clients, des analyses que l'on en fait, de leurs besoins, et d'une certaine manière, de passer d'un monde où on était dans une campagne en CDD, c'est-à-dire qu'on passait d'une campagne à une autre, encore une autre, sans véritable analyse, je dirais, fine, à des campagnes en CDI, continue, sous un axe produit, sous un axe industrie, sous un axe par compte, permettant, grâce à des logiques de marketing automation classique avec du machine learning un peu élaboré, d'avoir un scoring efficace et de transférer les leads aux bonnes entités commerciales. Quand on a fait ça, quand on parle de culture, c'est aussi de changer la culture commerciale. On a fait évoluer les modèles commerciaux. C'est-à-dire qu'il y avait des commerciaux terrain qui étaient présents, qui ont évolué sur d'autres rôles, et on a créé des grands hubs d'inside sales. Par exemple, on a un grand hub à Dublin. Il y en a également en Amérique latine et en Asie, qui sont nourris par l'ensemble de ces campagnes marketing. Et moi, en tant que marketeur aujourd'hui, dans ce monde où je dois faire plus avec moi, avec mon équipe, on est des générateurs de signaux, où on génère des signaux marketing en permanence. Qu'est-ce que vont faire ces signaux? Ils vont être scorés et ils vont venir alimenter nos commerciaux pour les rendre plus efficaces. Ces commerciaux qui sont en lien avec les commerciaux de terrain également. Et ce que je trouve passionnant dans ce domaine-là et dans ce qu'on est en train de vivre actuellement, qui s'est véritablement accéléré depuis 2018-2019, on a mis un nouvel index en place de mesure de l'efficacité de nos campagnes, sur lequel je vais revenir, c'est que grâce à l'IA, grâce au cloud, grâce à cette culture data, on est en train de mettre fin, en tout cas chez Microsoft, à la dichotomie entre les commerciaux d'un côté et les sales de l'autre. L'IA permet de créer une véritable jonction et en tant que marketeur, on n'a jamais eu de discussion aussi fine, aussi proche sur des plans de compte, sur des capacités à pouvoir développer du business en account-based marketing, sur des campagnes définies en fonction de priorités clients grâce à cette typologie d'investissement. Et ce qui est intéressant, c'est que pour illustrer ce modèle, on a, comme je le disais, mis en place des nouveaux index. Dans un monde omnicanal, c'est très très dur de savoir si c'est le livre blanc, l'événement, la bannière sur un réseau social X ou Y qui a permis de convertir un lead. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un index qui s'appelle le Marketing Engagement Index, qui permet de mesurer en temps réel, entre guillemets, la pression marketing liée à nos campagnes sur l'ensemble des salariés des comptes que l'on manage. Donc, par exemple, en France, il y a près de 2000 comptes que l'on manage très spécifiquement. Et là, on l'a étendu sur beaucoup plus de comptes. On peut savoir si mon compte, d'un point de vue activité marketing, il est à quel niveau de couverture sur ce compte-là, combien de contacts ont été touchés, quels sont les job roles, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et donc, on en tire un index, le Marketing Engagement Index, et de façon empirique et modélisée, on s'est aperçu que plus cet index est élevé, plus il est en mode highly engaged, donc j'ai un compte qui est très engagé par rapport à mes activités marketing, plus il a une propensité à découvrir des nouveaux scénarios cloud, en tout cas les scénarios cloud auxquels il s'intéresse, plus il consomme nos solutions cloud. Et donc notre jeu, c'est d'analyser des données en permanence pour faire en sorte que notre MEI soit le plus élevé possible. Ce qui change complètement la manière de faire du marketing aujourd'hui. On n'est plus sur des campagnes publicitaires classiques ou des créas classiques. On va vraiment faire de l'analyse de compte ou de typologie de contact pour nurturer, renvoyer le bon niveau d'information via les commerciaux ou via des campagnes de marketing automation pour faire évoluer ce MEI. Ce MEI, plus il est levé, plus qu'est-ce qu'il génère? Il va générer ce qu'on appelle les insights, qui est, je dirais, un des points essentiels quand on fait de la data marketing. Et cet insight, il est directement délivré dans le CRM de nos commerciaux. Nos commerciaux, on va les former pour utiliser cet insight. Et du coup, on a un autre indicateur qui s'est développé, qu'on appelle le Marketing Insight for Sellers. C'est l'usage par les commerciaux de ces insights qui ont été générés par les marketeurs. Donc moi, de côté marketing, j'ai cet index. Côté commerciaux, ils ont le Marketing Insight for Sellers. Et puis, en lien avec ça, l'IA, elle est fantastique. De plus en plus, elle est élaborée. Et le machine learning permet d'accélérer les choses. Il y a des notions d'automatisation des contacts à rappeler, ceux qui sont prioritaires, de la best next step action. Donc j'en parlais, ça c'est une grosse tendance. Donc là, par exemple,
nos commerciaux ont un outil, une sorte de chat qui s'appelle Daily Recommender, qui est leur compagnon du quotidien, qui leur conseille quoi faire après. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet d'être beaucoup plus efficients. Et on a diminué nos investissements, publicitaires et marketing par rapport à ce qui était en 2015-2016, transparence de près de 75%, which is big. Donc on a fait un gros investissement au départ. Des gros investissements, pas qu'en soft, pas qu'en, création logicielle, etc., mais aussi en réorganisation des équipes, en nouveau mode de gouvernance. On a changé pas mal de choses, mais aujourd'hui, véritablement, ça paye parce que c'est très prédictif. On est sur des modèles de prédictif et d'optimisation continue, et puis de scale, ce qui est extrêmement intéressant. Dernier point aussi que je n'ai pas mentionné d'un point de vue métrique. Donc il y a Marketing Engagement Index, Marketing Advisors for Sellers, et un autre point que je mesure très précisément avec les équipes, c'est quelle est la typologie de contenu qui va intéresser un commercial par rapport au compte qu'il suit. Et donc on a passé par exemple un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Sismic, et avec Sismic on va faire de la curation de contenu, pour que ce contenu par exemple sur des industries comme le retail, la santé, l'éducation ou autre, pour que le CRM via Sismic puisse être enrichi de contenu à valeur ajoutée pour les commerciaux, et que ce contenu en lien avec le tagging qu'on a mis en place puisse être automatiquement recommandé. Et puis après ça, je peux rentrer en contact avec le client s'il est dans ma base de données, dans ma base de contacts contactables en opt-in, ou je peux le joindre avec LinkedIn Sales Navigator. Et LinkedIn Sales Navigator aussi, je ne sais pas si vous utilisez, du point de vue marketeur, c'est absolument essentiel. Et est lié à un autre indicateur qu'on suit très près de plus en plus, qui est le Social Sales Index, parce qu'on voit que les commerciaux qui ont un Social Sales Index qui est élevé, supérieur à 60, eh bien, ont 20 à 30% d'efficience supplémentaire par rapport à ceux qui ont un SSI plus faible, en tout cas en dessous de 50. Et donc, c'est des indicateurs que moi je regarde de plus en plus et que je regardais quasiment pas quand j'ai pris mes fonctions en 2018 notamment. Alors d'un point de vue data trend, ce qui se passe, je pense qu'aujourd'hui, vu l'audience qui est présente ici et qui regarde en ligne, on est tous familiers avec la notion de contenu autogénératif, d'IA, de ChatGPT. Je parlais des 175 États-octets juste avant de parler de ChatGPT. Juste, je ne sais pas si vous avez en tête ou si vous avez les chiffres de ce que va représenter la production de données autogénérées par l'IA d'ici à 2025, mais c'est assez impressionnant. Sur 2020-2021, on était sur du contenu, notamment dans l'industrie, autogénéré de l'ordre de 1%. En 2025, ça va représenter 10% des datas produites, le autogénératif, ce qui est colossal. Et ça va se généraliser. Donc là, j'ai juste mis ce slide pour récapituler les différentes étapes et un peu l'historique de l'IA, mais il y a beaucoup d'experts ici, donc je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais vraiment après la notion de deep learning qui s'est accélérée à partir de 2016-2017, on est dans cette ère de la générative IA, qui est le fruit de tout ce qui s'est fait depuis les années 50 en matière d'évolution des IA. On est arrivé dans cette ère de contenu autogénéré qui a notamment poussé Microsoft à passer un partenariat avec OpenAI en 2019 qui s'accélère aujourd'hui. OpenAI en fait qui est un super calculateur avec des réseaux neuronaux extrêmement développés qui agrège énormément de données et qui a bien sûr pour but de faire une IA qui sera bénéfice pour nous toutes et tous. C'est très en lien avec notre ambition et notre mission de Microsoft qui est de faire en sorte que chaque entreprise, chaque organisation, chaque individu autour de la planète puisse réaliser ses ambitions. Donc ça matchait hyper bien d'un point de vue valeur et mission. Et en fait, ce qui s'est accéléré avec ce super calculateur, c'est 3 domaines. Il y a un domaine qui est ChatGPT qui est une IA avancée sur de la détection et de la compréhension de langage naturel. Il y a Codex, je ne sais pas si vous êtes familier avec Codex, mais si vous utilisez GitHub par exemple, mais ça permet de faciliter du code autogénéré. La qualité du code est juste impressionnante. Ça va faire évoluer pas mal de métiers aussi à ce niveau-là. Et puis DALL-E, je pense que vous avez peut-être toutes et tous déjà joué avec DALL-E, mais si ce n'est pas le cas, allez-y, c'est juste très impressionnant sur le rendu et les capacités créatives pour nous en tant que marketeurs que ça va permettre d'induire. À ce niveau, il y a une waiting list, mais je vous invite à regarder un nouveau service qui s'appelle designers.microsoft.com parce que sur le faire pousser avec moi, c'est très intéressant. Alors je parle d'une solution Microsoft, mais il y en a d'autres qui vont exister ou qui existent déjà sur le marché, qui va permettre d'auto-générer des posts
d'un point de vue fond et forme, avec le call to action, de pouvoir l'associer à un content management system et de pouvoir automatiser l'engagement avec mes clients de façon encore plus efficace. Moi, en tant que marketeur, je serai de moins en moins décorateur, je serai architecte. Je vais définir l'architecture de ma stratégie d'engagement en lien avec des mots-clés, en lien avec des univers, en lien avec l'analyse de données. Et puis la machine va s'occuper de plus en plus d'engager avec mes clients. Et c'est ce que ça va permettre de faire. Juste quelques exemples. Avec ChatGPT 3, d'un point de vue marketing, ce qui est intéressant, si je représente un point de vente, un marchand de glace, je peux proposer à ChatGPT de m'écrire une tagline pour mon point de vente. Et donc, très rapidement, ChatGPT va dire We serve up smiles with every scoop, ce qui est une tagline assez sympa et qui est autogénérée spontanément. Idem par rapport à une table de données. J'ai une table de données sur un État, un département. Eh bien, je peux demander à ChatGPT, à Codex, de me générer ma query SQL. Et la query SQL, on voit, elle est simple, mais elle est juste parfaite ici. Et de la même manière, je parlais de Dali, sors-moi une photo d'un chat siamois. On voit que la photo est juste hyper précise. Et on pourrait dire, sors-moi la photo d'un chat siamois dans le désert avec une piscine à côté. N'importe quoi d'autre. Eh bien, ça sortirait une photo. Et de façon, je dirais, assez rapide et intuitive. Donc c'est vraiment les tendances que je vais partager avec vous en tant que marketeur sur le faire plus avec moi. L'autogénératif est vraiment, je dirais, quelque chose qui impacte nos métiers. Bon point de vue positivement, il faudra apprendre à se réinventer. Je pense que nous toutes et tous, on devrait être de plus en plus fin sur notre capacité à pouvoir interpréter la donnée et à pouvoir mettre en place des architectures, des martech, pour pouvoir être le plus efficace possible dans un contexte où, on le voit bien, les budgets sont en contraction, les contraintes réglementaires plus importantes, et ce type de dispositif peut nous aider à être plus efficace. Donc c'est les points que je voulais partager en préambule de cette intervention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sébastien. On va passer maintenant à la prochaine, à la suite avec le débat d'experts. On a du coup Alexandra qui nous rejoint et Alexis. On va peut-être se faire un petit tour de table. Alexandra, si tu veux peut-être te présenter. Merci. Bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Alexandra Celi. Aujourd'hui, je travaille chez Coty depuis 1 an. Avant ça, j'étais chez Adidas pendant 8 ans. J'étais en charge de la partie analytics et data dans les équipes globales, puis dans les équipes Europe, avec un scope très relié à la partie marketing et médias, aider les équipes advertising et nos équipes locales à déployer leurs activations et à mesurer en fait l'impact de leurs médias. Et donc chez Coty, j'ai un scope assez équivalent aussi. Donc je suis arrivée il y a 1 an dans une période de data-driven transformation et j'accompagne les équipes globales et locales à mettre en place cette transformation avec l'architecture data et la mesure derrière aussi. Voilà, mais je suis ravie d'être ici. Merci Alexandra, merci Sébastien pour cette présentation. Alexis, je suis un des associés d'Artefact avec Flo. L'idée de ces quelques minutes qu'on va passer ensemble de débat d'experts, c'était aussi de faire dialoguer l'univers de la tech et l'univers de la corporate. Alors Sébastien est un très bon marketeur, mais la première question s'adresse à toi Alexandra. Donc toi tu es au cœur de la corporate, donc pour donner quelques repères sur Coty. Donc Coty, c'est un groupe international qui fait à peu près 5 milliards de chiffre d'affaires, qui est présent dans une quarantaine de pays, leader mondial du parfum. Donc voilà, Alexandra, tu es au cœur de la matrice. Tu as entendu toutes les belles idées, les beaux développements que Microsoft nous a présentés ce matin. La première question elle est pour toi, c'est ce que tu en as retenu. Parce qu'après, il y a un moment où les idées atterrissent dans la corporate, il faut les exécuter. Et comment on y arrive ? Donc il y a eu beaucoup de choses, merci Sébastien, il y a eu beaucoup de choses ce matin. Je pense qu'il y a quelques points qui ont résonné particulièrement.
On va dire qu'un des premiers points qui me revient tout de suite, c'est la partie data culture, que ce soit chez Coty ou avant chez Adidas. C'est un élément qui est extrêmement important en fait, pour accompagner la transformation. C'est de mettre en place cette culture de la donnée, d'accompagner les équipes locales et globales à mieux comprendre les données qu'on essaie d'ingérer, à avoir toute cette gouvernance derrière la donnée. C'est vraiment, pour moi, c'est le point peut-être le plus crucial. Aujourd'hui, on est dans un monde effectivement encore plus complexe, avec encore plus de données, de nouveaux acteurs, beaucoup de changements. Et la gouvernance fait tout, en fait. La notion de garbage in, garbage out, elle est encore plus vraie aujourd'hui. Donc pour moi, c'est un point très important. Donc c'est assurer cette gouvernance, donc éduquer nos équipes sur le sujet et pouvoir les embarquer en fait avec des upskilling, avec des champions dans les marchés, avec des trainings et tous les éléments qui font que les équipes vont pouvoir prendre la donnée et ne pas considérer que c'est les équipes analytics qui doivent gérer toute la donnée, mais que c'est aussi une responsabilité qui dépend de ces équipes. Donc ça, je pense que c'est un point qui a beaucoup résonné. Un autre point qui est plutôt sur la fin de la présentation, je pense que c'est sur la partie machine learning et comment on utilise le scénario planning. Et ça résonne plus avec une expérience auprès d'Adidas, où on a travaillé beaucoup sur le marketing mix modeling et comment utiliser le scénario planning en fait pour la gestion de nos plannings à 1 an, à 3 ans sur la stratégie. Et c'était aussi un gros changement de culture de travailler avec main dans la main avec les équipes finance, les équipes médias, les équipes marketing pour définir toutes nos plannings et tous nos plannings médias en se reposant sur des scénarios planning. Parce qu'il y a ce côté un petit peu black box qui forcément auprès des équipes expertes fait en général un peu peur. Et arriver à convaincre les équipes que le scénario planning en fait allait nous aider à accélérer et que ça n'enlevait rien aux expertises des équipes était un point assez important. Donc, je pense que c'est les 2 gros points qui m'ont beaucoup parlé pendant la présentation. Super, merci beaucoup Alexandra. Et justement en parlant de measurement, Sébastien, tu nous as beaucoup parlé de tes différents measurement index, etc. Donc comment on peut utiliser la data, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour avoir finalement un meilleur measurement. Et du coup, notamment, j'aimerais bien qu'on parle un peu aussi sur ce sujet de l'impact des nouvelles technologies, notamment de ChatGPT, etc. sur ces sujets. À ton avis, quel est un peu le futur là-dessus? On va dire, il y a, Alexandra t'en a parlé, on arrive à maintenant très bien modéliser des MMM, comprendre ce qui se passe, avoir énormément de graphes, d'insights sur les dashboards qui permettent d'analyser tout ce qui se passe. Mais un des problèmes, je pense, c'est encore l'usage de ces technologies et comment est-ce que des technologies comme ChatGPT vont pouvoir permettre d'adopter mieux ces nouvelles technologies, ces insights qu'on peut avoir en posant par exemple des questions directement à des dashboards qui nous sortent des réponses, des choses comme ça. Je pense qu'on va beaucoup apprendre avec ChatGPT parce qu'on en est vraiment au début où tout ce qui est contenu autogénératif, d'une certaine manière, ça va devenir un nouveau membre de l'équipe. J'ai envie de dire, ça va nous permettre d'augmenter nos possibilités. Sur le mix planning, mix modeling, effectivement, je pense que ça va être très intéressant parce que en fait, l'IA va nous permettre de poser des options, des recommandations, des next step action. Et nous, en tant que marketeurs, ça va être de choisir qu'est-ce qui fait le plus de sens par rapport à la culture d'entreprise, par rapport à ses priorités. Et ça, c'est des nouveaux modes de fonctionnement qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Alors, je dis pas que je pense que les agences auront encore un rôle absolument essentiel dans le futur pour mettre en place justement ces scénarios. Mais dans les groupes, je pense qu'une fois qu'on aura mis en place ces gouvernances en place et ces outils, ça va être notre capacité à pouvoir tester, utiliser dans son quotidien ces recommandations qui fera la différence. Mais je pense que la grosse tendance, c'est cette notion d'automatisation des recommandations qu'on va voir se dessiner de plus en plus. Alors, pour poursuivre sur ce thème, alors sans aller jusqu'à la recommandation, ce qui était assez fascinant dans le dashboard que tu nous as présenté des équipes Microsoft, c'est le fait d'avoir réussi à se mettre d'accord sur un espèce d'index
synthétique unique. Et donc je pense que c'est intéressant d'élaborer ensemble là-dessus, parce que c'est vrai que dans un certain nombre de scénarios corporate, on le voit tous les jours, finalement, les développements de la BI, de la data vis, etc., n'ont pas nécessairement conduit à une réduction des KPI, à une vision un peu plus streamlinée, mais au contraire à une démultiplication des BI dans tous les sens. Donc des équipes qui sont noyées avec 25 BI différents, et la data vis a été mise au service du fait de continuer à accumuler énormément de données dans une vision un peu plus séduisante, mais finalement on a toujours une quantité très importante d'indicateurs à travers lesquels les équipes doivent naviguer. Donc ce point d'arriver à converger et se forcer à avoir un nombre très limité d'indicateurs aidés par le AI, voilà, ça c'est un point que je trouve très intéressant. Et Alexandra, je serais vraiment curieux de savoir ton point de vue, parce que ça fait 10 ans que tu es dans les data analytics, tu as vu tout ça évoluer. Oui, alors c'est effectivement très intéressant. En fait, sur les 2 dernières expériences, la mise en place d'une KPI framework unifiée qui parle à toutes les équipes, et c'est un vrai challenge en fait. Mais c'est crucial dès le départ en fait d'arriver à définir quels sont ces KPI qu'on va pouvoir utiliser et sur lesquels tout le monde va pouvoir s'entendre. Et pour qu'à la fin, quand on regarde l'impact d'une campagne, on parle tous d'une même voix, que ce soit les équipes globales ou les équipes locales ou les équipes médias ou marketing, on a tous cette même définition de la performance. Donc du coup, on a beaucoup travaillé là-dessus chez Adidas et aujourd'hui chez Coty pour définir ces KPI. Et ce qui est très intéressant en fait, avec l'évolution qu'on a aujourd'hui, c'est que ces KPI, on peut les justifier en travaillant sur les indicateurs, les leading indicators et les effets de lag aussi, en utilisant toute la donnée qu'on a apportée pour pouvoir comprendre comment un KPI ou un metrics qu'on utilise sur du short term a un impact sur le long terme. Et en fait, c'est vraiment un point qui fait qu'on peut justifier l'utilisation et le choix de ces KPI. Après, sur la donnée, sur le fait qu'on utilise cette vision unifiée au sein de dashboard, c'est vraiment c'est l'étape qu'on doit mettre en place derrière en fait. Après, c'est démocratiser ce dashboard, quel que soit l'outil BI qu'on utilise. Au final, ça a de moins en moins d'importance, parce que on aura toujours des préférences, que ce soit Tableau ou Power BI ou un autre outil. Aujourd'hui, je pense qu'il est important, c'est d'arriver à collecter toute la donnée, à unifier ces différents outils et avoir des insights qui puissent être les mêmes, qu'on soit assis à Paris ou à Shanghai ou à Sydney en fait. Je voudrais rebondir sur un point que mentionne Alexandra qui est important, c'est la notion de capacité d'unification, alors qui nécessite pas mal de compétences tech et diplomatique aussi. Et je peux pas le citer parce qu'elle n'est pas là, mais j'ai une de mes amies qui est CMO d'un grand groupe au niveau mondial dans le domaine notamment de l'emploi et de la formation. Et quand elle a pris le job il y a 3 ans, elle est arrivée et elle s'est aperçue qu'il y avait 120 instances CRM au niveau mondial et des systèmes extrêmement fragmentés. Là, elle a réussi à réduire de plus de 50%. Mais c'est un basique, c'est de se dire comment j'arrive à optimiser mon CRM, comment j'arrive à unifier cette donnée pour arriver à des index communs. Et en fait, ce n'était pas des jobs qu'on faisait nous en tant que marketeur auparavant, mais elle est au cœur de ce système-là. Donc c'est à la croisée du marketeur et du DSI d'une certaine manière. Mais ça, je pense que c'est une évolution de plus en plus marquée dans nos fonctions, où on est à la croisée de ces mondes et qu'on a, je pense, pour rôle d'essayer d'unifier cette notion de données pour créer ces index communs et l'utiliser à échelle. Du coup, ça fait une bonne transition, je pense, avec une question plus d'élargissement. On est encore en janvier, donc on a encore le droit d'avoir à la fois des vœux et puis de se projeter dans l'année 2023. Donc, question pour Alexandra et puis Sébastien également pour toi après, c'est peut-être quelques éléments clés que tu as retenus de cette année 2022, alors vu de ta fenêtre corporate, sur le front du data marketing. Et puis, alors c'est forcément un exercice très difficile, mais sur quoi tu as envie de parier, toi, en 2023 avec tes équipes? Tu as commencé à dessiner quelques idées, mais voilà, on aimerait t'entendre là-dessus. Sur 2022, je pense que il y a eu beaucoup de points en fait, très intéressants dans l'année. Ça a été une année encore assez riche dans la donnée. Je pense que la partie éthique
la donnée éthique et comment l'utiliser et comment définir en fait cette notion d'éthique en entreprise. Pour moi, ça a été un point assez très intéressant et c'est vraiment que le début en fait. On travaille dessus chez Coty aujourd'hui. Il y a eu une initiative de la WFA sur le sujet, donc c'est de comprendre vraiment cette notion d'éthique, la mesurer, la partager en interne aussi. Pour moi, c'est très important parce qu'on sait que donc avec plus de privacy, la fin des cookies, enfin tout ce qui nous attend, l'utilisation de la donnée doit être faite donc avec le maximum d'éthique possible. Donc arriver à mettre le curseur sur ce point-là, pour moi, c'est un point culminant de 2022. Ensuite, effectivement, sur des sujets qui nous sont assez chers, sur la partie Media Mix Modeling, je pense que ça a été très intéressant de voir aussi, et aussi lié à l'évolution aujourd'hui comment on capture la donnée, le fait qu'on le Digital Attribution, le MTA en fait est un petit peu sorti des priorités et qu'on s'appuie plus sur du MMM un peu superchargé, qui soit beaucoup plus réactif, beaucoup plus agile, qu'on puisse mettre en place tous les quarters ou dans notre vie de tous les jours. Ça c'est vraiment 2 points sur 2022 qui ont été très intéressants. Et je pense que sur 2023, tout est ouvert encore aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un point en fait qui vient d'être soulevé aussi par Sébastien, c'est la partie équipe et les skills qu'on doit mettre en place en fait dans nos équipes pour pouvoir répondre à tous ces challenges. Et je pense qu'en 2023, il y a cette notion de data literacy, d'être la personne entre l'IT et entre le business, qu'on puisse traduire en fait les besoins au mieux, utiliser au mieux la donnée, utiliser au mieux les outils de decisioning tool aussi. Moi, je pense que c'est une année pour moi qui va être vraiment très, très forte sur les équipes en fait et avoir les bonnes skills. Je vais compléter ce que dit Alexandra en utilisant un terme qui est associé à éthique, c'est la confiance. Et 2022, pour moi, c'est une année où la notion de data et confiance a été extrêmement intéressante parce qu'on voit que on va travailler avec des acteurs. De plus en plus, on se dit que la donnée est traitée, tant d'un point de vue marketing que d'un point de vue business, en toute confiance. Meta, de cette manière, voit sa cote de confiance réduite. Twitter, c'est un débat à part entière, mais de la même manière, on voit que la manière dont la donnée est considérée aujourd'hui dans ce monde où la désinformation est de plus en plus présente. En tant que marketeur, en tant qu'annonceur, ça fait beaucoup réfléchir. Et 2022, il y a une véritable accélération à ce niveau-là. Et on doit être extrêmement responsable de par les formations, de par la manière dont on fait du marketing, de la manière dont on traite la donnée, dont on l'exploite. On doit être le moins intrusif possible, on doit être contextuel. De cette manière, la personnalisation est bonne, mais la personnalisation à outrance, sans le consentement d'un client, va venir se retourner contre l'intention de départ et donc venir éroder le ROI. Donc, moi, de mon point de vue sur 2022, c'était cette prise de conscience où on doit de plus en plus respecter le consommateur avec le maximum de niveau d'éthique et lui donner le maximum de confiance. Grosse tendance. Et puis pour 2023 et au-delà, je rejoins complètement cet aspect de développement de la culture, d'une culture data-driven, d'une formation à ce niveau. Et puis, comme je le disais, je pense qu'on va devoir de plus en plus capter sur notre first party data avec des réglementations qui évoluent. Je pense au Digital Market Act, etc. et ainsi de suite. Où là encore, on revient sur le niveau de la formation parce que c'est assez complexe quand même, mine de rien. Et que ça va être absolument nécessaire de se former pour utiliser au mieux cette donnée dans des contextes où les budgets et les ressources marketing sont sous tension. Merci beaucoup. On a abordé pas mal de thèmes aujourd'hui et on voudrait prendre aussi vos questions, prendre les questions de la salle. Parmi les thèmes abordés, on a abordé effectivement tout ce qui va être IA et comment Microsoft a réellement utilisé l'IA dans la vie de tous les jours dans le marketing, les nouvelles tendances avec l'IA autogénérative notamment. On a parlé pas mal aussi de measurement, on a parlé pas mal de culture autour de la data.
de l'importance de la confiance et de l'éthique autour de, des nouvelles régulations qui se mettent en place, du fait qu'on ne peut plus faire n'importe quoi avec la donnée des utilisateurs et qu'il faut vraiment avoir leur consentement et personnaliser, mais pas à outrance, personnaliser avec la confiance des gens pour que ça soit utile. J'aimerais bien ouvrir un petit peu le débat à la salle pour prendre un petit peu vos questions que vous pouvez avoir. Alors, vous avez parlé de réduction de coûts du côté marketing et du fait de faire plus avec moins, mais est-ce que ça ne sous-entend pas des hausses de coûts de budget côté DSI? Du coup, est-ce que pour l'entreprise, c'est vraiment une réduction de coûts? Alors, il peut y avoir des logiques c'est un très très bon point. C'est vrai que sans investissement au départ ou sans volonté de création, d'évolution de l'architecture de l'entreprise, le faire plus avec moins peut difficilement devenir une réalité. Donc oui, il y a un investissement à faire au départ. Donc par exemple, nous on l'a fait véritablement sur 2015-2016 et je pense qu'aujourd'hui on bénéficie de cet investissement de départ, mais oui, il faut le faire. Donc on en revient à une affaire d'hommes et de femmes. Il faut avoir le courage de faire ces investissements et de faire ces évolutions dans des contextes où peut-être il y a un peu plus de tension parce que sur le long terme, on sait qu'il y a un retour, un payoff derrière. Oui, ça ne s'improvise pas et c'est forcément associé à l'investissement. Que ce soit sur du soft, du conseil, de l'accompagnement, de la formation, etc. Il faut le voir non pas sur une année, je dirais, fiscale, mais plutôt sur une stratégie à long terme qui va venir qui sera une composante à part entière de la stratégie de l'entreprise aujourd'hui. Merci. Et j'ai une deuxième question, si je peux profiter. La question que je me pose avec les outils comme GPT-3, est-ce que ça ne va pas générer de nouveaux métiers et finalement peut-être plus de personnel dans le sens où GPT-3 utilise des données du passé sur lesquelles il s'est entraîné? Et est-ce qu'on est certain qu'il va nous proposer des choses innovantes? Et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi vérifier les informations qu'il nous fournit? La notion de vérification va être absolument essentielle. Est-ce que ça va créer de nouveaux métiers? Certainement. Est-ce que ça va faire évoluer les modes d'éducation? Certainement aussi. J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse toute faite à ce niveau-là, mais comprendre comment il fonctionne une IA, comprendre comment faire une requête à valeur ajoutée, avoir un niveau de culture générale assez large et tech aussi pour pouvoir utiliser ce type de plateforme, ça va être absolument essentiel. Être en capacité de comprendre les API, les connecteurs, de faire travailler les développeurs avec ces technologies, ça va être absolument essentiel aussi. Donc oui, il va y avoir de nouveaux métiers, de nouvelles structures comme à chaque évolution, accélération technologique, ça c'est certain. Qu'est-ce que ça va apporter, je dirais, en termes d'évolution structurelle dans les équipes? Je ne sais pas encore. De mon point de vue, peut-être qu'Alexandra a des idées à ce niveau. Non, c'est un peu difficile, effectivement. Oui, non, je pourrais pas. C'est difficile de voir qu'est-ce que ça va apporter en plus, mais je pense qu'il y a un point que vous avez soulevé sur la vérification et l'innovation, en fait, qui est intéressant. Je pense que l'innovation viendra quand même toujours de la façon dont on pose les questions des équipes, de la couche humaine, en fait, et de notre créativité qui s'y rajoute. Et qu'à partir de ça, l'innovation sera combinée entre la façon dont on prompte et la réponse de l'outil. Donc c'est comme ça que je l'imagine aujourd'hui, mais c'est des questions qu'on s'est posées aussi avec le MMM aussi, où au final c'est basé sur le passé. Donc comment s'assurer que ça peut prédire le futur sur des éléments qu'il ne connaît pas? C'est la façon dont on écrit les scénarios aussi qui nous permet en fait de s'assurer que ça prend en compte des éléments qui n'existaient pas dans le passé en fait. C'est dans le sujet, mais pas complètement lié à tout ce qu'on dit. D'un point de vue prédictif et d'un point de vue analyse, c'est bien de s'intéresser aux possibilités de scénarios futurs. Je ne sais pas si vous avez vu la série Years and Years, qui est une série anglaise, qui commence en 2019 et qui se termine en 2032, qui, sous le prisme d'une famille anglaise, permet de décrypter l'évolution de cette technologie et notamment de l'IA de certaine manière. Moi, je pense que c'est hyper intéressant de se plonger d'un point de vue analyse prédictive, futuriste, pour se préparer. Donc par exemple en regardant des tendances démographiques au long terme, les différentes analyses qui existent, ou ce type de CRO où il y a pas mal de personnes qui ont réfléchi et c'est extrêmement intéressant. À la fois avec un côté verre à moitié plein et un autre côté à verre à moitié vide, mais ça permet de réfléchir, de prendre de la hauteur et d'essayer d'élaborer de nouveaux scénarios. Bonjour, Jeanne Laurence, moi je travaille chez Nexity.
Donc on a bien compris l'importance d'avoir la culture data et on a tous des niveaux, on va dire, de maturité sur le sujet un peu différents. Est-ce que vous auriez des conseils en stratégie diplomatique de groupe, on va dire, pour qui il faut convaincre en premier, éventuellement, dans quelle direction peut-être voilà, ça serait intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. En général, le qui, quand il y a des investissements à faire, typiquement pour créer ce type d'architecture et accélérer, c'est souvent le CFO, un CEO, CFO. Hein. Et pour le faire, il faut parler revenus. Donc typiquement, ce type d'étude de Harvard, pour montrer qu'une stratégie data permet d'augmenter le revenu, la marge d'une entreprise, permet d'augmenter la satisfaction client, c'est des points qui sont absolument, je dirais, essentiels. Les directeurs des opérations aussi, qui sont de plus en plus les COO actuellement, dans un contexte de faire plus avec moins, qui sont très très en phase en lien avec les notions de supply aussi en tant que telles. Ma capacité à pouvoir analyser en temps réel ma supply avec les insights que ça représente en fonction de la météo, par exemple si je suis dans des logiques B2C ou industrielles qui sont météo sensitives, ça me permet d'apporter des faits qui peuvent convaincre de l'investissement nécessaire au départ pour ensuite être plus efficace. Mais sur les fonctions, je dirais le trio CEO, CFO, CO, de mon point de vue. Alors, je pense que si je peux compléter là-dessus, oui, effectivement, moi, de ce que j'ai vu aussi, définitivement les équipes finances, le CFO, je pense que travailler avec ces équipes en proche et transcrire ce qu'on fait du côté marketing et analytics en finance aide beaucoup à faire passer le message. Et aussi, un autre point, moi, que j'ai d'expérience qui a beaucoup aidé, c'est travailler avec les équipes locales. Bon, après, tout dépend de l'organisation, bien sûr, hein, mais travailler de façon très proche avec les équipes locales qui prennent les décisions, c'est extrêmement crucial pour la standardisation. Parce qu'en fait, sinon, le risque, c'est toujours d'avoir des équipes locales qui agissent tous différemment et de ne pas pouvoir consolider et de revenir après aux équipes globales avec cette notion de le x4. On ne peut pas le calculer si on n'a pas tous la manière de calculer dans toutes les équipes. Donc travailler au proche avec les équipes opérationnelles et locales, pour moi, ça a été c'est un game changer. Ça me faisait penser à une chose, c'est que sur ce que j'ai montré, au départ, on l'a expérimenté sur un produit qui est Azure. On ne l'a pas décliné à tous les produits. Donc une fois qu'on a vu que c'était efficace, que ça fonctionnait bien sur Azure, ça a été décliné partout par la suite. Donc on ne l'a pas fait immédiatement sur tout. On a commencé sur un périmètre donné bien spécifique. Ça peut être par exemple au niveau d'une filiale, par exemple, ou d'un produit donné. Et après, quand on a pu démontrer les rationnels et l'efficacité, ça s'est développé. Bonjour, Olivier Bertin. Une question, compte tenu de la montée en puissance des méthodes prédictives, de l'automatisation, qu'est-ce que vous mettez en place comme garde-fou pour limiter les risques de banalisation, de standardisation, d'enfermement dans des effets de bulle, que ce soit sur les scénarios, sur les contenus? Après, c'est toute la question de l'équilibre entre le maintien d'une approche créative et la recherche d'efficacité à partir de ces logiques prédictives, automatisées, etc. De mon point de vue, c'est développer de la créativité positive sous contrainte, d'une manière, si je peux répondre. Nécessité de développer un framework, une architecture d'ensemble qui peut effectivement standardiser, unifier. Mais sans cela, le fait de pouvoir d'être efficace dans des contextes qui sont plus, je dirais, minimisés d'un point de vue investissement, etc., ce n'est pas possible, on ne peut pas être plus efficace. Donc c'est nécessaire de standardiser, d'unifier, d'avoir des taxonomies communes, des index communs, etc. Après ça, c'est de faire en sorte que les équipes, on puisse définir des précarés de liberté pour pouvoir être créatifs dessus. Si on ne le fait pas, et on verra de notre côté, peut-être qu'on n'aura pas assez de liberté ou plus, je ne sais pas. Et effectivement, je pense qu'à terme, ça peut avoir un impact sur la créativité et du coup, la capacité à faire rêver des clients, à pouvoir engager, je dirais, sur long terme avec eux. Donc, il faut trouver le bon niveau d'équilibre pour être très transparent. Ce qui montre que c'est pas simple. Et j'imagine que c'est une logique par itération, oui. Test and learn aussi. Donc, en fait, l'enjeu, c'est aussi de préserver cette intelligence humaine qui doit se combiner correctement avec l'intelligence de la data et l'intelligence de la machine. Complètement. Mais ça fait des années qu'on parle de test and learn. Alors il y a soit le test and learn où je vais faire du test and learn sur des outils, des architectures, etc. Mais sur le long terme, c'est compliqué. C'est après du test and learn sur une architecture établie, définie, existante. De mon point de vue, très efficace.
Bonjour, Geneviève Petit de Petit Web. Je voulais vous demander pour ChatGPT, donc quels vont être les revenus, puisque je crois que c'est 1 million d'hébergements, je ne sais plus si c'est tous les jours ou tous les mois, donc ça coûte quand même pas mal. Et puis l'autre chose, vous aviez parlé de la baisse de vos investissements publicitaires. Ça s'est fait en 2 étapes. Il y a eu une première baisse et une deuxième baisse, si j'ai bien compris. Et pardon, encore une dernière question. Est-ce que vous avez complètement réévalué le rôle de vos agences et est-ce qu'il en reste notamment au niveau créatif? 3 questions très claires. Alors, je ne vais pas pouvoir apporter une réponse très précise sur la première, sur les revenus associés à ChatGPT et à OpenAI. OpenAI est une société avec laquelle on a un partenariat. Ce que je peux dire, c'est que ce qui est développé avec OpenAI sur des scénarios d'intelligence artificielle avancés va permettre de continuer à améliorer de façon constante tous nos produits. Par exemple, un exemple tout bête, quand vous êtes sur PowerPoint, vous tapez matinale de la data en titre, le concepteur de slide va vous faire une proposition de design super sympa. Dans le futur, c'est pas improbable qu'il y ait des vidéos, qu'il y ait des présentations préétablies qui soient toutes faites. Je prends le produit dont je parlais tout à l'heure, Designer, va permettre de créer des scénarios créatifs de façon extrêmement simple, très intuitive. Et ça, du coup, d'une certaine manière, que ce soit sur du Power BI avec de la data vise élaborée, etc., ou sur Excel, ou sur SQL qui permet de proposer énormément de services cognitifs, tous nos produits vont bénéficier de ce que permet OpenAI et de nos algos d'intelligence artificielle. Et du coup, forcément, ça aura un impact sur le revenu. À quel niveau? À mon niveau, je ne sais pas exactement y répondre. Sur le deuxième point, le troisième c'était sur les agences, le deuxième c'était... La baisse d'investissement, ça s'est fait en 2 temps. La première était en lien avec la question précédente, qui était une baisse volontaire pour financer notre nouvelle approche en engagement, notamment en below the line à échelle d'engagement continu. Elle était très très intentionnelle. La deuxième, elle est plus conjoncturelle par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport au fait que on mesure de plus en plus l'efficacité, enfin je dirais la notion de budget investi en dehors de dispositifs purement R&D et commerciaux de façon très très près, de toute façon je dirais très très étroite par les directions financières. Et donc celle-ci est plus conjoncturelle qu'associée à l'investissement qu'on a souhaité faire initialement en 2015-2016. Pour la troisième question, alors oui, il y a toujours des agences créatives, moins de grandes campagnes au niveau mondial, voire quasiment pas en dehors de campagnes grand public sur la partie Xbox notamment. Oui, on va continuer à travailler avec des agences différemment. Alors par exemple, on travaille de plus en plus avec des principes de hub. On a des hubs un peu partout autour de la planète pour gérer nos sites web, notre engagement client, etc., avec lesquels les filiales travaillent. Donc il y a ce principe-là qui s'accélère. Et puis, sur certains domaines, des agences qui vont continuer à proposer des campagnes, mais qui seront de plus en plus associées à des orientations, je dirais, d'opérations d'engagement below the line, en lien avec l'observation de données, de l'analyse de données. Donc pour l'instant, notre structure agence est maintenue. C'est pas impossible qu'il y ait des changements dans le futur. Bonjour Artefact. Du coup, on a bien entendu vos différents angles un peu pour défendre le budget measurement ou vos armes, que ce soit de l'acculturation, la proximité avec le business, etc. Est-ce que vous avez d'autres armes plutôt actionnables et très court terme pour un peu justement défendre ces investissements measurement, que ce soit, bon, je suis le CFO, j'ai de l'argent entre investir dans la supply ou choses comme ça, ou pour construire des dashboards à des fins de measurement de long terme. Est-ce que vous avez des indicateurs ou des armes plutôt pragmatiques pour défendre justement ces budgets-là? Donc par exemple l'utilisation des dashboards, etc. Je ne sais pas si c'est le cas chez Coty, mais par exemple, moi je dirais, j'ai 2 réponses. D'un point de vue très pratique, c'est de montrer des scénarios de forecast assistés par l'IA. Il y a quelques années, c'était pas super, mais actuellement, les forecasts assistés par l'IA sont d'une précision remarquable. Et donc, de faire de la modélisation sur une année en cours à partir d'un stack de données existantes, sur ce que ça peut donner, différents scénarios, etc., d'analyse, de contribution à la marge, d'accélération, de développement de la marge, de détérioration, etc. Il y a pas mal de cas qui existent sur le marché. Notre CFO, par exemple, fait des retours à ce niveau-là sur ce qu'on fait chez nous.
Et il y a d'autres entreprises qui le font très bien, voire mieux que nous encore. Ça, je pense que c'est extrêmement pragmatique. Et en lien avec ces exemples-là, de démontrer quel serait le risque de ne pas le faire. Et ne pas faire ça, voilà ce que sur le futur, ça va induire pour nous et notre potentiel manque de compétitivité. Donc moi, c'est les 2 quick wins que je pourrais proposer. Moi, je pense qu'un des points en fait, que j'ai mis en place précédemment, qu'on a mis en place dans les équipes chez Adidas, c'est effectivement calculer la valeur des initiatives et montrer l'impact que ça a sur le business. Donc on a travaillé beaucoup en mode agile, en travaillant avec des OKR, donc Objective Key Result, et arriver à démontrer que les produits analytics en fait, ont de la valeur pour le business, avoir ces chiffres-là et s'y tenir. En fait, et les présenter tous les quarters ou tous les mois aux équipes a beaucoup aidé en fait, à défendre les budgets. Et je pense que le deuxième point, c'est mettre le budget en analytics en comparaison au budget business et montrer la part que ça représente. Et des fois aussi, ça aide à ouvrir les yeux, à expliquer que au final, c'est 2% des investissements médias et que ces 2%-là vont permettre d'augmenter par X ou X% après l'impact de la campagne. C'est les 2 points qui aident beaucoup, je pense. Merci beaucoup, merci à tous pour vos questions. On va clôturer cette matinale. Donc merci à tous pour votre participation. La prochaine, ce sera sur le sujet du retail média. Donc ce sera en mars. Vous allez tous recevoir, je pense, une communication dessus. Donc n'hésitez pas. De la même façon, on va faire quelque chose d'assez similaire, mais sur le sujet particulier du retail média. Donc voilà, n'hésitez pas à venir et à participer. Merci.